J'ai lancé l'enregistrement pour la VOD et on va commencer ce Tech Talk tranquillement. On va parler de téléphone, de console, de ransomware, de jeux vidéo, de cartes graphiques et de APU, d'APU, les APU AMD. Les petits APU AMD qui sont sortis. Alors, si je me trompe pas, on part sur l'iPhone. Parle des autres marques, Genoir, PNY, Palit. Oh ouais, mais c'est des marques que je connais pas vraiment. Je connais très peu. Je connais très peu. Bref, donc, iPhone. Ah, what? Ah, je me suis trompé de... Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Alors, ça sert à rien, une télé, prend un moniteur. Alors, les télés, ça sert quand même à quelque chose, hein. Parce que c'est grand, plus grand qu'un écran de PC. Et quand t'es loin, c'est cool d'avoir un grand écran, parce que sinon t'arriverais pas à voir ce que tu fais. Bref, on n'est pas venu ici pour s'offrir, exactement. Donc, l'iPhone X est sorti. L'iPhone 10, l'iPhone X, appelez-le comme vous voulez, il est sorti. Et, en plus de coûter 1000$, et apparemment d'ailleurs, les stocks ont été finis en 10 minutes, c'est-à-dire que tous les stocks, au bout de 10 minutes, il n'y avait plus d'iPhone. Au bout de 10 minutes, sur le site d'Apple, tu ne pouvais plus acheter d'iPhone 10. Parce que il y a trop de monde qui en a acheté, ils s'attendaient pas à une telle demande, et puis au bout de 10 minutes, il y a eu genre rupture de stock sur le site d'Apple au niveau des iPhone 10. Et il y a d'ailleurs des gens qui les vendent sur eBay à plus de 6000$. Vraiment. Genre, vraiment. Genre, tu peux trouver des iPhone 10 neufs sur eBay qui ont été achetés par des magasins et tout, et qui les vendent à plus de 6000$ parce que, justement, il y a une rupture de stock. Voilà, c'est un petit peu violent. Mais donc, en plus de payer 1000$, 1150€, 1200€, si jamais tu casses ton écran, vu que c'est quand même un écran OLED et tout, qu'il est super grand, si jamais tu casses ton écran, Apple te facture 230, 260, 280, que dis-je, 280$, grosso modo 330€ pour rechanger ton écran. Bah, notamment parce que Samsung taxe Apple sur les écrans, parce que c'est Samsung qui fait les écrans de smartphones, notamment les OLED pour Apple. Et donc Samsung va taxer un max Apple sur les écrans, et du coup ben, Apple te fait payer de 330€ si jamais tu dois remplacer ton écran. Et pour toutes les autres réparations de ton iPhone, dis-toi qu'il va falloir payer environ 550€. Voilà. 550€ pour toute autre réparation, grosso modo, genre, qui pourra arriver sur ton iPhone. Genre, any other damage inflicted. Donc si jamais tu as genre un problème avec ta carte son sur l'iPhone, avec ton port jack, avec ta carte mère, ou s'il a pris l'eau, etc. Puis il faut que tu changes la batterie. 550€. C'est beau, hein? C'est le prix d'un téléphone. C'est le prix d'un OnePlus 5, exactement. C'est magnifique. Donc je pense que à ce niveau-là, t'es mieux de te couper un bras ou de vendre ton rein pour faire réparer ton iPhone. Mais du coup, en parlant, c'est un Illuminati, oui, c'est un Illuminati, c'est un Illuminati, mon t-shirt. Ouais, y a pas d'émoticône pigeon. Ah, par contre, d'ailleurs, pour les sponsors, vous avez un émoticône. Attendez, je vais vous le montrer. Il y a un émoticône pour les sponsors qui est celui-là. Et le seul, seulement les sponsors de la chaîne peuvent utiliser cet émoticône. Il est beau, il est tout neuf, c'est un processeur avec de l'amour. Voilà. J'ai pas entendu parler des arnaques de leur Proco, le A11. Arnaque dans le sens où au final il est pas très puissant, ou il est moins puissant que les benchmarks, que ce que les benchmarks disent. Je ne sais pas. Je sais pas, j'en ai pas entendu parler, j'ai pas vu une news passer là-dessus, donc je ne sais pas. Si jamais tu peux m'éclairer, si jamais tu as des infos, je serai preneur. Donc, on disait que l'iPhone coûtait cher, puis que les réparations allaient coûter encore plus cher que les anciens iPhones. Et pour continuer sur les téléphones, le OnePlus 5 est sorti en juin. Je vous avais dit qu'il y aurait un nouveau téléphone OnePlus qui sortirait plus tôt que juin l'année prochaine, qui planifiait une sortie d'un nouveau téléphone très prochainement. Et ça a été confirmé avec le OnePlus 5T. Donc comme ils avaient fait le OnePlus 3 et le OnePlus 3T, bah là ils sortent une version T de leur OnePlus 5 qui est un petit peu plus rapide, un petit peu mieux. Il y aurait un nouveau processeur Snapdragon 835,
le même qui se retrouve je crois sur le Samsung Galaxy S8 et le Note 8. À l'arrière on aurait deux caméras avec 20 millions de pixels sur les caméras et un écran qui serait en 2160 par 1080, ce qui est quand même une résolution énorme pour un écran de cette taille-là qui fait je pense 5,2 pouces, 5,5 pouces, quelque chose comme ça. Donc on aurait une petite amélioration du OnePlus 5 qui va sortir très très prochainement. Voilà un petit peu les caractéristiques de ce téléphone. Deux capteurs de 20 millions de pixels chacun à l'arrière. Je peux vous dire qu'à mon avis, niveau des photos, le OnePlus 5 était déjà très bon. Ça va envoyer du pâté. Il y aurait 8 Go de RAM également, avec Android 8.0. Et il serait lancé début novembre. Donc j'ai plus la date exacte, mais je crois qu'il serait présenté le 5 novembre. C'est Amazon qui a leaké cette information avec une de leurs pages web, donc sur leur site de vente. Et il semblerait que OnePlus va présenter le nouveau smartphone OnePlus 5T le 5 novembre. En tout cas, c'est début novembre. Je suis pas sûr que ce soit le 5, mais c'est entre le 5 et le 10, quelque chose comme ça. Et il y aurait également, notamment, comment ça s'appelle? Oh, j'ai cliqué sur l'image, je ne voulais absolument pas faire ça. Voilà la photo un petit peu, la première photo qu'on aurait de ce téléphone. On aurait des bords un petit peu plus fins que sur le OnePlus 5. Et on aurait également, alors, front-facing fingerprint reader, on aurait le truc d'empreinte digitale serait, c'est ça la bonne question que je me pose, parce que là-dessus, je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait le mettre. Je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait le mettre là-dessus. Peut-être en bas, il y a la place pour mettre un capteur d'empreinte digitale. Peut-être derrière, mais ça, il est derrière. Je pense qu'ils vont le mettre derrière. C'est ça, ils vont le mettre ici. C'est ici, c'est l'image qu'on voit là. Ici, là, on le voit un petit peu. Ils n'auraient pas la place de le mettre devant parce que vous voyez, il n'y a pas la place pour mettre un bouton en bas. Donc je pense pas qu'ils le mettraient devant. Ils pourraient pas le mettre devant parce que ça tiendrait pas. Du coup, ils vont le mettre derrière comme sur le Note 8, comme sur les Asus et tout. Donc le capteur d'empreinte digitale qui était originalement sur le OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 qui était devant au niveau du bouton Home, et ben il le passerait derrière, à peu près aux 2/3 haut du téléphone. Voilà. Ensuite, on va parler de la Xbox One X qui est sortie très récemment. Et c'est juste une petite comparaison en termes de puissance brute de la Xbox One X par rapport à la PS4, à l'Xbox One X et à la PS4 Pro. Donc c'est d'ailleurs notamment, c'est une comparaison qui apparaît dans le guide fourni avec la Xbox One X. Donc dans le guide promotionnel et le livre promotionnel, il vous donne une petite comparaison, un petit tableau comparatif de la puissance de leur nouvelle console par rapport à celle du marché. Puis comme on pouvait s'y attendre, bien évidemment, la Xbox One X, la nouvelle console de Microsoft, est quasiment plus puissante que tout ce qui se fait à l'heure actuelle. Je veux dire, c'est largement plus puissant que la PS4 Pro, plus que la Xbox One X, et bien plus que la PS4 de base. Donc on est toujours sur 8 cœurs pour les 4 consoles, mais on est cadencé un petit peu plus haut pour la One X. On a plus de puissance au niveau du GPU parce qu'on a 4 cœurs en plus, 4 unités de calcul en plus, c'est cadencé aussi plus haut, on passe de 4.2 à 6 teraflops entre la PS4 Pro et puis la nouvelle console de Xbox, donc vous pouvez dire qu'il y a quand même pas mal de puissance de calcul en plus d'un point de vue graphique. Et quand on compare à la Xbox One X, on passe de 1.4 à 6, donc c'est même pas en double, c'est même pas en triple, c'est genre en quadruple la puissance graphique. Au niveau du système, on augmente également la RAM, 12 Go. Les jeux peuvent utiliser 9 Go de RAM, les 3 Go restants étant pour le système d'exploitation, et on a de la RAM qui tourne à 326 GB par seconde en bande passante, puis ça supporte les Blu-ray en 4K et tout. Et il faut dire que les premiers jeux qu'on a vu tourner sur la Xbox One X tournent vraiment très bien. Assassin's Creed tourne en 4K, 30 FPS. Je crois qu'il y a Outlast 2 qui tourne en 4K 60 FPS, donc qui va bientôt sortir là, Outlast 2. Il tourne en 4K 60 FPS nativement sur la Xbox One X, alors qu'il tourne pas en 4K sur la PS4 Pro, je crois. Bref, une grosse console.
Par rapport à un PC, c'est sûr que ça sera moins bien qu'un PC haut de gamme, mais ça peut être une excellente alternative pour ceux qui ont des PC très entrée de gamme et qui n'ont pas l'argent pour se payer des PC plus performants et tout. Ça peut être une grosse alternative parce que la plupart des jeux Xbox et la plupart des jeux PC sortent également sur Xbox, genre tout ce qui est Assassin's Creed, Battlefield, Battlefront, quoi d'autre qui sort prochainement, Resident Evil et tout. Il y a beaucoup de jeux, vu que c'est labellé Microsoft, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir également sur Xbox, et ça peut être une excellente alternative si jamais vous avez un PC qui commence à dater un petit peu, puis vous voulez pas investir trop dans votre PC, parce qu'il vous convient encore, mais que vous voulez quand même jouer au dernier jeu d'une façon un petit peu plus fluide et avec une meilleure qualité, bah, ça peut être une bonne alternative. Après, elle coûte un peu cher, je pense qu'elle coûte 500 euros, donc ce qui est un petit peu cher quand même. Je crois que c'est 500 euros le prix, 450 ou 500 euros. Ça doit être 499 $, donc c'est 500 euros quoi. Voilà. On va parler un petit peu sécurité. Je pense que vous êtes tous au courant d'un des ransomware qu'il y a eu. C'était genre début juillet, je pense, mi-juin, début juillet. Le ransomware qui s'appelait, c'était WannaCry, et ensuite il y a eu Petya. Donc il y a eu deux vagues de ransomware qui ont fait parler d'eux. Donc le premier avec WannaCry et le deuxième qui s'appelait Petya. Et on continue sur les ransomware. Il y en a un nouveau qui a fait son apparition qui s'appelle Bad Rabbit et qui serait une petite variation du ransomware PETA et qui aurait surtout atteint bon nombre d'organisations et de sites internet, notamment basés en Ukraine, en Russie et en Europe. Donc ça toucherait très peu les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Je pense pas que ça touche beaucoup la France, c'est surtout localisé en Russie et Europe de l'Est. Et encore une fois, c'est un truc qui encrypte tes données et qui te demande de payer pour les décrypter, sauf que cette fois-ci, apparemment, Bad Rabbit, même si tu payes, il serait incapable de décrypter tes données. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs chercheurs en sécurité qui ont essayé de mettre au courant les gens pour dire si jamais vous êtes confronté à ça, ça sert à rien que vous payez, parce que de toute façon vous n'aurez pas accès à vos données, parce que eux-mêmes, ça se trouve, les ont effacées. Donc ne payez pas, vous êtes juste niqués. Donc ça a commencé le 24 octobre, donc en touchant pas mal d'organisations, donc comme je vous dis, genre apparemment une organisation médiatique russe, des sites russes comme Fontankash, que je connais absolument pas les sites russes, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, des systèmes qui gèrent les aéroports, le système de paiement du métro de Kiev en Russie, le ministère des infrastructures en Ukraine, etc. Et voilà les principaux pays touchés. Ah si, les États-Unis sont touchés, mais bon, en premier Russie, Ukraine, Turquie, Pologne. Après on a la Corée du Sud, l'Allemagne, la Bulgarie et les États-Unis. Et apparemment, ce malware se serait propagé via des fausses mises à jour Flash, donc des mises à jour infectées du lecteur Flash. C'est vraiment pas étonnant. Il y a plein de failles dans le lecteur Flash, donc fait par Adobe, là, le truc qui est fait par Adobe. Et il y a plein de failles dans ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites web, de sites internet qui se mettent à ne plus du tout utiliser Flash, même si ça a été super utilisé il y a 7-8 ans, c'était genre hyper utilisé, mais le problème c'est qu'il y avait constamment des failles de sécurité et des problèmes. C'était vraiment hallucinant. Adobe mettait sans cesse des patchs pour combler les failles de sécurité, mais il y en avait sans cesse, et puis du coup les sites ont commencé à se détacher du lecteur Flash, de Flash Player, pour aller vers autre chose et d'autres alternatives qui étaient beaucoup plus sécuritaires, mais il y a quand même pas mal encore de sites qui utilisent Flash Player ou d'autres trucs qui utilisent Flash Player, et du coup, il y a toujours des failles et ça pose toujours problème. Et donc là, apparemment, ça serait via une update fausse et infectée que Bad Rabbit se serait étendu, et ensuite, une fois qu'il arrive sur un PC, c'est comme WannaCry et Petya, il arrivait à s'envoyer lui-même sur tous les PC qui étaient sur le même réseau que le PC qu'il avait infecté. C'est-à-dire qu'il infectait un PC sur un réseau, et ensuite il se dupliquait sur tous les PC qu'il arrivait à voir sur ce réseau-là, avec une faille de sécurité également qui était interne au protocole mis en place par Windows. Donc là, c'était une faille qui s'appelait Eternal Blue, qui avait été utilisée pour WannaCry, donc qui était un truc qui venait de la NSA.
Donc comme WannaCry, la faille venait de la NSA également, puis du coup WannaCry utilisait Eternal Blue, le nom, c'est le nom de la faille, hein, pour se déployer sur un réseau, sur un ensemble de PC. Et apparemment, au début, les chercheurs qui ont étudié un petit peu Bad Rabbit se sont dit, notamment Cisco, se sont dit, il semblerait qu'ils n'utilisent pas la même faille, qu'ils n'utilisent pas l'exploit Eternal Blue pour se propager et pour développer l'infection. Mais apparemment, il utiliserait une alternative à Eternal Blue qui s'appelle Eternal, qu'ils ont appelé Eternal comment? Eternal Romance. Voilà. C'est sur le lien suivant, je vous en parlerai, parce qu'il y a également un autre ransomware qui a fait son apparition entre temps. On ne sait pas exactement qui est derrière cette attaque. On n'en a aucune idée. Mais il semblerait que ce soit le même groupe entre Petya et Bad Rabbit. Notamment parce que il y aurait des références à Game of Thrones dans le malware. Voilà. Et Kaspersky ont commencé à sortir des updates, et Adobe travaille sur des updates également pour patcher les failles dans le lecteur Flash. Il y en a également un autre ransomware qui a fait son apparition entre-temps. Enfin, non, en fait c'est le même. Est-ce que c'est le même? Non, c'est le même. C'est le même. C'est exactement le même. C'est exactement le même, mais du coup, comme je disais, ils pensaient qu'ils n'utilisaient pas la faille Eternal Blue qui avait été mise en avant par la NSA, mais en fait, il semblerait qu'ils utilisent une variante de cette faille qui s'appelle Eternal Romance et qui se base également sur un problème dans le protocole de transfert de données entre des ordinateurs qui sont sur le même réseau. Donc le protocole qui soit dans le SMB, je ne sais absolument pas ce que veut dire cet acronyme, mais c'est le protocole qui sert à transférer des données entre des PC connectés sur le même réseau. Donc, voilà. De même, cette faille utilisée, appelée Eternal Romance, a été patchée par Microsoft en mars l'année dernière, enfin de cette année 2017, comme la plupart des failles qui avaient été mises en avant par la NSA quand c'est sorti. Les 3/4 des failles avaient été déjà patchées par Microsoft. Le problème, c'est que les compagnies, les entreprises, les sites internet, etc. mettent très peu à jour leur système Microsoft. Ils font très peu de mises à jour. Donc il y a quand même beaucoup de PC qui étaient encore vulnérables et qui sont du coup encore vulnérables à ce ransomware Bad Rabbit parce que Eternal Romance n'est pas patché chez eux. Cette faille n'est pas patchée chez eux parce qu'ils n'ont pas fait de mise à jour depuis mars ou pour X ou Y raison. Bref. Et vu la quantité de failles qui avaient été leak par la NSA, enfin mise en avant par la NSA et qui avait ensuite leak par le groupe Shadow Broker, je pense qu'on n'est pas prêt de voir la fin des ransomware et des choses comme ça. Bon, on va arrêter de parler de sécurité, on va parler un petit peu jeux vidéo avec Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild, on a la prochaine extension qui sort avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, c'était confirmé que ça va sortir avant la fin de l'année. Ils avaient très peu communiqué sur cette deuxième extension. Notamment là, on se rapproche de novembre. Déjà, novembre-décembre, il reste plus que 2 mois dans l'année. Ils ont très peu communiqué jusqu'à présent, mais ils ont fait une petite annonce comme quoi ils allaient vraiment la sortir avant la fin de l'année et qu'ils allaient donner une date de sortie exacte très prochainement. Donc, on va prochainement annoncer une date de sortie pour ce DLC, mais ne vous attendez pas à ce que ça sorte le 10 novembre, par exemple. Voilà. Mais ça va sortir avant la fin de l'année. De la même façon, on a également, il y a Zelda qui a été mise à jour également, puis la Switch a également été mise à jour en version 4.0, même 4.0.1, qui a apporté de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez maintenant enregistrer les 30 dernières secondes de votre gameplay avec le bouton capture, ça les enregistre directement sur la Switch. Ensuite, vous pouvez les exporter, les visualiser, les poster sur des sites genre sur YouTube, etc. La mise à jour 4.0.1 réglait des problèmes qu'il y avait avec l'HDMI et tout. Et en plus, ça apporte apparemment le support sur la Nintendo Switch pour les manettes de GameCube. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez l'adaptateur de Wii U pour brancher des manettes de GameCube sur votre Wii U sur la Switch,
eh bien ça marche. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos manettes de GameCube, brancher à l'adaptateur Wii U, connecté sur la Switch, et c'est reconnu par la Switch, et vous pouvez jouer avec ça. On ne sait pas encore pourquoi c'est possible, mais à mon avis, c'est pas une update, c'est pas une fonctionnalité innocente de la part de Nintendo. Genre, ils ont pas fait ça, genre, oh bah on va être gentil, puis on va permettre aux gens d'utiliser les manettes de GameCube sur la Switch. Non. À mon avis, ils ont des idées derrière, ils ont peut-être des jeux dans le process, puis ils ont des jeux en développement qui vont utiliser spécifiquement ces manettes de GameCube ou qui sont mieux sur les manettes de GameCube. Peut-être qu'il y a un gros pool de joueurs qui jouent avec ces manettes de GameCube et qui aiment jouer avec ces manettes de GameCube là, sur ce jeu spécifique là. On va rien dire, mais ça peut potentiellement être Smash Bros. Parce que bon, voilà, hein, Smash Bros, s'il y a un nouveau Smash Bros, il y a beaucoup de gens qui jouent à Smash Bros sur Wii U avec les manettes de GameCube parce que c'est mieux qu'avec les manettes de Wii U. Donc potentiellement, s'ils amènent ce support sur la Switch, ça peut vouloir dire qu'il y a un prochain Smash Bros qui va arriver sur Switch. Mais là encore, ce n'est que des spéculations. On n'en sait absolument rien. En attendant, sur la Switch, on a également Mario Odyssey, oulala mon dieu, qu'est-ce qu'il est gros, qui est sorti. Il est sorti avant-hier, il est sorti le 27 octobre, la même date que la sortie de Assassin's Creed Origins, et il semblerait que ce soit le meilleur Mario de tous les temps, suivant, je veux dire, tu peux lire n'importe quelle review qui parle de Mario Odyssey, et ils vont tous te dire la même chose, c'est le meilleur Mario en 3D jamais fait. En 3D, hein, voilà, parce qu'il y en a qui sont très très fans des Mario en 2D, etc. Je pense pas qu'on fera un Mario en 2D meilleur que ceux qui ont été déjà faits, mais en 3D, il semblerait que ce soit le Mario le mieux. Que ce soit genre l'apogée de Mario, comme Zelda était certainement le meilleur Zelda en 3D qui soit sorti. Et ils ont réitéré l'exploit avec Mario et il semblerait qu'il soit absolument génial. Que les mécaniques soient super bien, que le gameplay soit génial, soit fluide, soit facile à prendre en main, que ce soit hyper intéressant, que l'histoire soit quand même qu'il y ait des rebondissements dans l'histoire, que ce soit pas une histoire hyper linéaire. C'est genre, voilà, les points forts, c'est le level design qui serait excellent, qu'il y ait beaucoup de choses à explorer et à récupérer, que ce soit une énorme surprise, même s'ils ont essayé des choses, parce qu'ils ont quand même essayé des nouvelles fonctionnalités au niveau du gameplay, genre ils ont essayé de l'apporter dans le monde réel. Mario dans un monde réel, c'est genre wow, what the fuck, et apparemment ça marche super bien, et c'est une excellente surprise, et il y aurait par contre le seul point noir selon WCCF Tech, ça serait genre quelques frame drops de temps en temps. Voilà. C'est presque parfait. Presque parfait. Et de l'autre côté, on a Assassin's Creed Origins qui est sorti et qui, lui, on va dire qu'il est un petit peu plus... Il divise un petit peu plus les avis. C'est-à-dire que la presse est extrêmement enthousiasme. Oui, tout à fait. La presse est extrêmement enthousiaste par rapport à Assassin's Creed Origins, comme quoi c'est certainement un des meilleurs Assassin's Creed qui soit sorti, que Ubisoft a bien fait de prendre le temps de sortir ce jeu et de faire une pause, et qui reviennent un petit peu en force avec une transition très douce et très légère vers le RPG, c'est-à-dire qu'ils changent un petit peu la formule d'Assassin's Creed pour aller vers un jeu qui soit plus RPG et un peu moins juste action-aventure, mais du coup qui font ça en douceur, pour pas brusquer les gens et pour pas perdre les gens en cours de route, que le prochain Assassin's Creed sera certainement encore plus RPG que Assassin's Creed Origins, mais en attendant que celui-là est très bien, que le gameplay est assez fluide. Pour y avoir joué, je peux vous dire que c'est une autre dynamique par rapport à Shadow of War. J'ai vu des commentaires qui disaient il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas non plus, parce qu'ils disent ouais, ça fait tout comme les autres, mais moins bien. Il y en a qui disent le système de combat est moins bien que sur The Witcher 3, le parcours est moins bien que sur Shadow of War, les quêtes sont moins travaillées que sur The Witcher, etc., etc. Le truc, c'est que il faut nuancer. Oui, le système de combat est certainement un petit peu moins dur et un petit peu moins fluide que sur The Witcher 3, mais c'est un petit peu plus arcade. C'est-à-dire que ça va être un petit peu moins compliqué de prendre le système de combat, et il est quand même hyper fluide. Les animations sont super bien faites, et tu peux plus faire du 1v10 comme tu faisais dans les anciens Assassin's Creed. Genre là, le système de combat est rendu quand même un petit peu plus dur et tout. C'est genre, tu peux vraiment te faire défoncer la gueule si tu essaies de tuer trop d'ennemis, d'attaquer des trucs boum, en fonçant tout droit, etc. Le parcours, oui, c'est peut-être un petit peu moins
rapide que sur Shadow of War, mais en même temps sur Shadow of War qui est sorti il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine et demie, tu peux jumper, tu peux faire des sauts de 50 mètres de haut pour aller plus vite, etc. Tu montes partout en 2 secondes. Là, c'est un petit peu plus réaliste, quoi. Genre, t'es pas un semi-fantôme, genre tu montes un mur tranquillement. Et le montage de mur et puis la descente des obstacles est aussi hyper fluide. Ensuite, niveau optimisation et niveau framerate, c'est là où les gens sont pas trop contents parce qu'il y en a qui trouvent que ça tourne assez mal, même si leurs configs sont assez puissantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que minimum, ils recommandent un i5. Et c'est vraiment légitime parce que un i5 qui fait tourner Assassin's Creed Origins, il est utilisé quasiment à 100%. Et il va limite bottleneck la carte parce que justement, il est en surutilisation et ça va causer un peu des frame drops. Donc t'es mieux de te locker in-game à 30, 45, 48 FPS. Comme ça, tu es sûr de limiter l'utilisation un peu de ton CPU et d'être constant, stable à 40, 50 FPS. Plutôt que de mettre pas de limitation, et puis que ton processeur soit en galère, puis que tu varies entre 70 et 50 tout le temps, et que ça paraisse un petit peu moins fluide. Sur une GTX 970, ça passe en 1080p sans problème en medium high, il n'y a aucun souci, j'ai essayé. Après, l'i7 est vraiment recommandé. Je veux dire, c'est un open world immense, il y a plein de choses à faire, il y a plein de PNJ, les villes sont ultra vivantes. J'ai mis les pieds dans Alexandrie, c'était impressionnant. La ville est ultra vivante, il y a du monde partout, les gens font plein de choses, t'as des quêtes à faire partout à gauche, à droite, t'as des points d'intérêt à aller voir, c'est hyper intéressant. Ils reprennent un petit peu les concepts de points d'intérêt sur The Witcher 3, les quêtes annexes, la narration des quêtes annexes est également bien travaillée, beaucoup mieux que sur les autres Assassin's Creed. Et c'est un jeu qui est hyper plaisant. Et moi, je trouve qu'ils ont fait un super bon travail et qu'il est vraiment bon. Ici, on a des petits benches pour ce jeu-là. Comme vous pouvez le voir, ils le testent avec un Ryzen 7, dans ce cas-là, sur plein de cartes. Ils ont testé une RX 460, 570, 480, RX Vega 64, une 1060, une 1060 6 Go, une 1060 3 Go, puis une 1070 et une 1080. En 1080p, comme vous pouvez le voir, ça tourne vraiment bien. Donc average FPS, c'est la barre en grise. Et les autres barres, c'est les pourcentages, c'est les 1%. Ça représente les frame drops, etc. C'est un petit peu plus compliqué à comprendre. C'est les percentiles de plus bas FPS, etc. Mais bref, comme vous pouvez le voir, sur une 570, ça tourne quand même à 50 FPS. Sur une 480, ça tourne à 52 FPS. Sur une 1060, ça tourne très bien, 50, 60 FPS en very high. Et quand on passe sur une 1070 ou 1080, ça tourne quand même plutôt très bien à 80, 90 FPS. Quand on passe en 1440p, là c'est un petit peu plus compliqué, forcément on drop. Mais ça tourne encore pas mal. Je veux dire, pour jouer en 1440p de manière fluide, faut avoir une 1060, voire une 1070. Je recommanderais une 1070. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est quand même pas si mal optimisé que ça. Parce que même si tu passes de medium à high, t'as pas tant un gros impact sur les performances. C'est-à-dire que ta qualité visuelle s'améliore un petit peu, mais t'as pas trop d'impact sur les performances. Et le jeu, même en medium ou même en low, est super beau. C'est-à-dire que même dans la qualité la plus basse graphiquement, le jeu est magnifique. Alors quand tu passes en high, very high, il t'éclate la rétine. Les environnements sont hyper riches et ouais, c'est insane. C'est insane. Voilà. On va continuer en parlant de la 1070 Ti. On a à peu près tous les modèles qui sont apparus, tous les modèles custom. Donc on a beaucoup de modèles pour cette 1070 Ti. Et elle est sortie officiellement à 450 €, enfin 450 $, ce qui fait 490 €. On a Zotac qui a fait ses AMP Extreme Edition sur la 1070 qui sont overclockés, etc. On retrouve les modèles de chez Asus, la ROG, Republic of Gamers, la Strix, la Strix également OC en version OC, la Strix en version normale, la Strix en version OC, la Turbo pour avoir une carte turbine, ce qui est toujours bien. On a également la Cerberus, qui était une des premières cartes, je pense, qui font Cerberus comme ça. Du côté de chez MSI, on retrouve la Gaming standard, la Titanium qui est une version similaire à la Gaming mais dans d'autres couleurs.
On a la Duke, qui est, je pense, une des nouvelles versions de chez MSI, avec 3 ventilateurs. La Armor, comme d'habitude. La Aero, bien évidemment, encore une turbine pour chez MSI. Chez Gigabyte, on retrouve les versions gaming, les versions Aorus, qui sont les versions les plus puissantes généralement. Et puis chez EVGA, on va retrouver la For the Win 2, la Superclock également, et la version hybride. La version hybride watercoolée, et puis la Superclock, voilà, la SC. Et encore une Blower également, une turbine. Donc on a quand même pas mal de cartes du côté des 1070 Ti. On a un gros choix, même chez Inno3D, voilà, vous voyez, il y a une quantité énorme de cartes. Après on passe chez les marques un petit peu moins connues, comme Colorful, comme PNY, qui sont un petit peu moins énormes sur le marché, un petit peu moins étendues, Palit également, avec les Jetstream, etc. Donc un gros pool, un gros choix au niveau de ces 1070 Ti. Elles offrent toutes généralement de l'overclocking, plus ou moins, sur les fréquences, mais apparemment les fréquences seraient bien bloquées. C'est-à-dire que tu as l'overclocking qui est proposé par ta carte, mais dans le BIOS, l'overclocking de la carte serait bloqué, comme on l'avait vu la semaine dernière, donc ce serait impossible d'overclocker plus ces 1070 Ti. Après, je pense que ça sera rendu possible avec des flashs de BIOS, des gens qui proposeraient des BIOS un petit peu plus custom, un petit peu plus personnalisés, qui permettraient de flasher les BIOS des 1070 Ti et de permettre l'overclocking. Mais de base, les 1070 Ti ne seraient pas overclockables. Et la semaine dernière, on passait de la sortie prochaine des APU de chez AMD. Donc là, on est sur le A12 9800 R7 qui va être testé contre le R7 250 discrete GPU. Donc on teste, grosso modo, là c'était assez intéressant, c'est un test d'un APU de chez AMD avec un processeur graphique intégré, donc un iGPU, contre une carte graphique dédiée, donc un discrete GPU, qui est la R7 250. En sachant que le A12 9800 vaut, il y a le prix ici, ça vaut 99$, donc ça vaut à peu près 100$. Alors que la R7 250 vaut également un petit peu près pareil. Alors, est-ce que j'ai les résultats? Tac. Ah, c'est une vidéo. Ah, je suis déçu. Je vais essayer d'aller voir les résultats pour voir un petit peu ce que ça donne. Sur CSGO, le A12 de base affiche environ, en moyenne, 78 fps en 720p médium. Et si tu rajoutes la R7 250, tu passes à 103 fps. Donc on a quand même un processeur, un APU qui permet de faire tourner plutôt pas trop mal les jeux. Mais si vous rajoutez une R7 250, donc une carte graphique dédiée, même juste une R7 250 qui coûte quasiment rien, vous allez avoir des meilleures performances. Sur Dirt Rally, vous gagnez 20 fps, vous gagnez 20 à 30 fps juste en rajoutant une petite R7 250. Voilà. Bon, et la semaine dernière, on en parlait, du coup. Les APU Ryzen, R7 2700U et R5 2500U. Là, on a des benchmarks un petit peu plus détaillés et les performances seraient incroyables par rapport aux anciens APU de chez AMD avec des TDP plutôt très bas. C'est-à-dire qu'on a des TDP à 15 watts. Donc TDP de 15 watts. 15 watts. Avec des cartes graphiques Vega à l'intérieur, donc des chipsets graphiques Vega directement sur le processeur. Et apparemment, ça genre défoncerait un i5 7600K, qui lui a un TDP de 91 watts. Donc au niveau rapport performance, efficacité énergétique, on a un processeur à 15 watts qui bat en termes de performance un processeur à 91 watts, qui consomme beaucoup plus. Vous voyez que niveau rapport de force, les Ryzen 7 sont quand même très bons, notamment ces nouveaux APU sont quand même très bons. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple sur Cinebench, donc Cinebench R15, on est à 707 pour le Ryzen 7 en score, alors qu'on a un TDP de 15 watts, et le i5 7600K arrive à 662 avec un TDP de 91 watts. Vous imaginez une différence de 75 watts en TDP et ça se fait battre. Donc voilà.
Voilà, voilà. On a également, ça c'est sur 3D Mark, TimeSpy, donc un benchmark essentiellement graphique, qui va aussi tester un petit peu le processeur. Donc sachant que les processeurs Intel, donc le Core i7 8550U, le Core i7 7500U, puis les anciens processeurs FX, ont également des chipsets graphiques intégrés. Ils ont voulu comparer un petit peu la nouvelle, puissance d'un point de vue GPU avec le chipset Vega intégré au Ryzen 7. Et comme vous voyez par rapport à ce que fait Intel avec ses Intel HD graphiques, donc que ce soit sur les dernières générations 8000 ou les anciennes générations 7000, ça se fait défoncer par les APU qui sortent du côté de chez AMD en ce moment. Ça se fait littéralement défoncer. On passe de 350, 370 à 915 en benchmark. C'est 3 fois plus puissant. Voilà. Donc c'est quand même assez insane, surtout avec une consommation qui est aussi basse que ça. Voilà. Donc que ce soit pour le Ryzen 7 ou le Ryzen 5, on aura à chaque fois 4 cœurs, 8 fils de calcul. On a des fréquences un petit peu différentes, le Ryzen 7 étant à 3.8 et le Ryzen 5 à 3.6. Et là où on a une grosse différence, c'est au niveau de la puissance graphique. Le Ryzen 7 va avoir 10 unités de calcul contre 8 pour le Ryzen 5 avec une fréquence plus élevée. Par contre, on a toujours un TDP de 15 watts, ce qui est absolument magistral. Moi, je suis impressionné par la performance qu'on peut avoir avec ces nouveaux APU de chez AMD par rapport à ceux que font Intel et qui sont dans la même gamme pour une consommation énergétique aussi basse que ça. C'est genre impressionnant. Genre clairement, tous les ultrabooks et les notebooks, à mon avis, vont utiliser de l'AMD. Enfin, c'est le smart move, c'est genre le truc à faire. Genre, t'es plus puissant sur le CPU et t'es plus puissant sur le GPU avec les nouveaux APU Ryzen. D'ailleurs, ça va sortir du côté de chez HP. Les nouveaux HP et les nouveaux HP 360, X360 vont sortir avec des APU Ryzen et ils ont bien raison. Voilà. Et c'était tout. C'était tout pour ce Tech Talk. C'était, comme je vous le dis, on n'avait pas grand chose, on n'avait pas beaucoup de news. En attendant, ceux qui regardent en VOD, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir.